C'est l'information, le journal magazine avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez suivre en direct et en vidéo sur notre chaîne YouTube Radio J, sur notre site internet radioj.fr et sur notre application smartphone Radio J officielle. La défense syrienne a intercepté cette nuit des missiles tirés au-dessus de Damas. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a imputé ses frappes à Israël, qui, comme à son habitude, n'a pas revendiqué l'attaque. L'État hébreu aurait ciblé des dépôts d'armes iraniens. 7 combattants auraient été tués. Le Hamas a envoyé un message hier soir à Israël indiquant qu'il cesserait d'envoyer des roquettes et des ballons incendiaires selon des médias palestiniens. Un responsable israélien a déclaré qu'un cessez-le-feu avait été conclu hier soir avec le groupe terroriste palestinien. Cependant, des ballons transportant une charge explosive ont été retrouvés ce matin dans la région de Netivot. Coup de semonce dans la course à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux a retiré sa candidature ce matin suite à la publication sur un site internet et sur des réseaux sociaux de vidéos et messages compromettants à caractère sexuel. Pour en parler, je recevrai Christophe Barbier, chroniqueur sur BFM TV et animateur de l'émission théâtrale Entracte sur Radio J 2 fois par mois. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez l'édito hebdomadaire de Serge Hachdenberg. Radio J. Les systèmes de défense anti-aériens syriens ont intercepté des missiles tirés au-dessus de Damas cette nuit, selon les médias locaux. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a imputé cette attaque à Israël, qui ne l'a toutefois pas revendiquée, comme à son habitude. Selon l'agence de presse Sana, Israël aurait visé des dépôts d'armes iraniens près de l'aéroport de Damas. Plusieurs missiles ont été interceptés avant qu'ils ne puissent atteindre leur cible, selon l'agence. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réagi sur Radio Haïfa en déclarant qu'il ne savait pas ce qui s'était passé cette nuit et qu'il s'agissait peut-être d'une attaque de l'armée belge, avec un ton d'ironie. Il a simplement réitéré que l'Iran est la première menace pour l'État d'Israël et que les autorités l'empêcheront systématiquement de s'établir en Syrie. 7 combattants auraient été tués durant l'attaque, selon les médias locaux. Parmi les victimes figurent 3 soldats de l'armée syrienne, mais aussi 4 membres des gardiens de la révolution iraniens, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des ballons transportant une charge explosive et apparemment envoyés depuis la bande de Gaza hier soir sur Israël ont été retrouvés ce matin dans la ville de Netivot, dans le sud du pays, frontalière de l'enclave palestinienne. La police et les pompiers ont été dépêchés sur les lieux afin de neutraliser l'engin. Aucune victime n'est à déplorer. L'incident d'aujourd'hui intervient après qu'un responsable israélien de la défense a assuré hier soir que le Hamas avait indiqué à l'État hébreu avoir décidé unilatéralement de cesser l'envoi de ballons et les tirs de roquettes sur Israël. En échange, l'État hébreu a décidé de mettre fin aux sanctions de représailles mises en place contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, notamment la révocation de 500 permis autorisant les hommes d'affaires à sortir de Gaza et la restriction de la zone de pêche à 10 000 marins contre les 15 habituels. Ce soir et le week-end prochain serviront de test de stabilité, avait déclaré le responsable de la défense dans un communiqué. Politique à présent, à 17 jours des élections législatives israéliennes, un sondage d'I24 et du Israel Hayom apparaît. 40% des Israéliens estiment qu'il y a de fortes probabilités qu'un 4e scrutin ait lieu. Déjà, selon les derniers sondages électoraux, les positions sont relativement figées, avec environ 57 sièges pour le bloc de gauche et 56 pour le bloc de droite, avec Avigdor Lieberman à 8 mandats, toujours en faiseur de roi. Revue de presse à ce sujet de Daniel Haïk en partenariat avec le studio Kalita. Des sondages qui ne font état d'aucun changement véritable, que ce soit celui de la chaîne 12 hier soir, d'Israël Hayom, du Maariv ou du Makor Rishon ce matin. La tendance est la même. Le Likoud a toujours 1 ou 2 mandats de moins que bleu-blanc. La liste arabe se renforce et les autres formations stagnent. Au total, on est toujours dans l'impasse avec 56-57 députés pour la droite et les religieux et quasiment la même chose pour le centre-gauche avec toujours au milieu les 7 ou 8 députés d'Avigdor Lieberman, ce qui fait dire ce matin au Israël Hayom, on aperçoit le spectre de 4e élection à l'horizon. Quant à Mati Tourfeld, il explique à ses lecteurs dans ce même journal que c'est le taux de participation qui sera décisif le 2 mars prochain et qui fera
la différence. Le Haaretz nous annonce également que l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, a obtenu hier la promesse de Binyamin Netanyahou d'être le prochain ministre des Finances, si bien entendu monsieur Netanyahou forme le prochain gouvernement. Le Maariv, lui, choisit ce matin de citer Benny Gantz, qui a affirmé que s'il forme, lui, son gouvernement au lendemain des élections, il présentera à l'aval de la Knesset le plan de paix américain dans son ensemble, c'est-à-dire avec la souveraineté, l'instauration de la souveraineté, mais également avec le projet de créer un État palestinien indépendant. Et en marge de cette campagne électorale, les quotidiens et les sites d'information relatent la mésaventure, si l'on peut dire, qui est arrivée au journaliste Ariel Segal. Segal est connu pour son soutien inconditionnel au Premier ministre. Il intervient dans une émission quotidienne sur la chaîne 11, la chaîne publique israélienne. Hier, il a diffusé un clip dans lequel on le voit jouer de la guitare et chanter Shabechi Yerushalayim avec Binyamin Netanyahou. La direction du consortium Cannes, la chaîne publique, qui est l'employeur donc de Segal, n'a pas apprécié ces images et a suspendu le journaliste, ce qui a provoqué une polémique autour du positionnement des journalistes en faveur de tel ou tel courant politique dans ce contexte électoral extrêmement tendu. Importante délégation de la communauté juive américaine s'est rendue à Riyad. Elle y a été reçue par de très hauts responsables saoudiens. Les explications d'Daniel Haïk de Jérusalem. Cette délégation était formée d'une 50aine de membres de la conférence des présidents juifs américains. Au cours de ces rencontres, il a surtout été question du dossier iranien et de la présentation du plan de paix américain pour le Proche-Orient. Les Saoudiens ont affirmé à leurs interlocuteurs juifs américains qu'ils souhaitaient se rapprocher de l'État d'Israël, mais ils n'ont pas évoqué la possibilité d'une rencontre de haut niveau entre responsables israéliens et saoudiens. De Riyad, les délégués juifs américains sont arrivés à Jérusalem hier pour prendre part à la convention de la conférence des présidents. Benny Gantz et Binyamin Netanyahou s'exprimeront devant ce forum représentatif de l'importante communauté juive américaine. Et justement, à ce propos, le chef de la diplomatie saoudienne a affirmé hier qu'aucune rencontre entre Israël et l'Arabie saoudite n'était prévue, démentant ainsi des informations de presse sur la possibilité d'un entretien entre le prince héritier saoudien et le premier ministre israélien. Il n'y a pas de rencontre projetée entre l'Arabie saoudite et Israël, a déclaré le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud au site internet en anglais de la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya. Le chef de la diplomatie saoudienne réagissait alors que la presse israélienne a évoqué récemment la possibilité d'une rencontre entre Benjamin Netanyahou et le prince Mohammed Ben Salman, l'héritier du trône saoudien. La politique de l'Arabie saoudite a été très claire depuis le début de ce conflit. Il n'y a pas de relation entre l'Arabie saoudite et Israël et le royaume se tient fermement derrière la Palestine, a assuré le prince Faisal. Le chef d'état-major israélien a présenté son plan de modernisation de Tsahal. Le général Kochavi veut une armée plus performante, plus offensive et mieux coordonnée pour faire face aux nouvelles menaces et en particulier à l'Iran. Les explications à Jérusalem de Pascal Sunshine. Le général Aviv Kochavi a présenté son plan quinquennal pour Tsahal. Plus vite, plus fort, plus loin. Voilà qui pourrait résumer ce plan qui doit faire entrer l'armée de défense d'Israël dans une nouvelle phase. Tout d'abord, l'accent est mis sur la menace iranienne. Tsahal aura désormais un commandement spécifique, uniquement consacré à la lutte contre l'Iran, à la fois par le renseignement et la surveillance des activités de l'Iran dans la région, mais aussi par un armement destiné à renforcer les capacités de frappe d'Israël. L'idée du chef d'état-major est qu'il faut que chaque opération soit tout à la fois plus précise, plus massive et plus rapide. Les conflits ne devront pas durer plus de quelques jours ou quelques semaines. Une confrontation qui s'enlise au-delà affaiblit les capacités opérationnelles et surtout menace l'arrière. De plus en plus, les offensives ennemies sont des tirs de missiles contre les populations civiles. Il faut donc que Tsahal soit en mesure de neutraliser les capacités de feu de l'ennemi le plus vite possible. C'est pour cela que le général Kochavi veut moderniser l'armement de Tsahal. Il projette notamment la mise en place de 2 escadrilles supplémentaires équipées de chasseurs bombardiers F-35. Les anciens hélicoptères seront remplacés par des nouveaux modèles. Environ 150 chars seront retirés du circuit pour être remplacés par des Merkava 4, le modèle de tank le plus avancé. Le plan prévoit aussi l'acquisition de 4 vedettes lance-missiles supplémentaires pour la protection des gisements de gaz en Méditerranée. C'est d'ailleurs l'ensemble de l'armement qui va être modernisé avec un renforcement de la capacité des missiles de tout type qui vont considérablement augmenter la puissance et la portée de feu israélienne. Tsahal va également se doter d'une nouvelle division qui comprendra 2 brigades d'infanterie
d'infanterie, dont la brigade Kfir, et une brigade de réservistes de blindés. Moins de défense et plus d'attaque, c'est donc la doctrine du général Kochavi. Pour cela, il faut de l'efficacité, mais aussi de la coordination. Toute la défense aérienne passera sous un seul commandement. La technologie sera également une priorité, avec l'accent mis sur la cybernétique. Les différentes armes devront être en contact direct les unes avec les autres, et en particulier avec les troupes sur le terrain, de façon, par exemple, de détachement puisse communiquer directement avec un pilote de chasse. Pour optimiser la communication et la surveillance, le plan prévoit d'ailleurs aussi de doter Tsahal d'un nouveau satellite. L'évolution des menaces oblige Tsahal à évoluer en conséquence. Il lui faut améliorer ses performances sur le terrain, en particulier contre les opérations de commandos très entraînés comme ceux du Hezbollah. Mais Tsahal doit aussi porter le combat rapidement loin de ses frontières contre les missiles ennemis. Le plan du général Kochavi est d'ailleurs à 70% offensif et 30% défensif, une conception nouvelle qui devrait donc transformer l'armée israélienne. Le chef du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré qu'Israël avait un rôle important à jouer dans le retrait du Soudan de la liste noire américaine des États qui soutiennent le terrorisme, selon le Time of Israel. Dans une interview accordée aujourd'hui au journal arabe Asharq al-Awsat, basé à Londres, Burhan a assuré que leur rencontre avait eu lieu dans le cadre des efforts du Soudan de renforcer ses intérêts sécuritaires et nationaux. Selon lui, en l'échange d'une normalisation des relations entre leurs pays, Israël aiderait à ce que le Soudan soit retiré de la liste noire des États-Unis. Il a également déclaré qu'un comité serait formé pour discuter de l'avancement de la normalisation des relations et a affirmé que ce projet était largement soutenu malgré quelques groupes idéologiques limités qui s'y opposent. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés hier soir sur la place de Paris à Jérusalem pour exiger l'annexion des implantations juives de Judée-Samarie avant le scrutin électoral du 2 mars prochain. Le rassemblement a été organisé par l'association Conseil de Yesha qui représente les habitants juifs des implantations de Judée-Samarie. Les autorités japonaises ont commencé aujourd'hui à évacuer du bateau de croisière en quarantaine certains passagers âgés et de santé fragile dont les tests au nouveau coronavirus se sont avérés négatifs. Les autorités ont donné à ces personnes de 80 ans ou plus en mauvaise santé ou confinés à bord dans des cabines sans fenêtre le choix d'être relogés à terre. Seuls ceux présentant des tests négatifs au nouveau coronavirus qui a infecté 218 personnes à bord peuvent bénéficier de cette mesure. Un responsable du gouvernement a indiqué que 11 personnes étaient sorties sans vouloir préciser si d'autres quitteraient le bateau aujourd'hui ni donner d'autres détails. Le bilan du coronavirus est aujourd'hui de 1380 décès. Plus de 63 851 personnes ont été contaminées. En France, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré qu'il est très probable que nous ayons de nouveaux cas. Les 181 premiers rapatriés de Wuhan doivent recouvrer une liberté totale aujourd'hui avec la certitude de ne pas être contaminés. Radio J, il est 14h14, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite du journal. On parlera avec Christophe Barbier du retrait de Benjamin Griveaux dans la course à la mairie de Paris. Radio J, 14h15, et c'est la suite du journal avec Gabriel Attal. C'est un coup de tonnerre dans la campagne des municipales à Paris. Le candidat de la majorité, Benjamin Griveaux, s'est retiré de la course ce matin suite à la publication d'une vidéo et de messages compromettants à caractère sexuel le visant lui et sa famille. La voix chevrotante émue, l'ex-candidat a dénoncé les attaques ignobles. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. Le Premier ministre Édouard Philippe, en déplacement au Havre, a déclaré apporter sa sympathie et son soutien à Benjamin Griveaux. Ses avocats, maître Richard Malka et Lorraine Gay, ont annoncé dans un communiqué qu'ils allaient engager des poursuites judiciaires. Pour parler des conséquences de ce retrait sur la campagne à un mois du scrutin, je reçois Christophe Barbier, chroniqueur sur BFM TV, animateur de l'émission théâtrale Entracte sur Radio J. On peut vous retrouver 2 fois par mois. Vous êtes également journaliste, éditorialiste et ancien directeur de rédaction du magazine L'Express. Bonjour Christophe Barbier.
Bonjour. Vous qui êtes un observateur acéré de la politique depuis de nombreuses années, a-t-on franchi un seuil dans les attaques portées à un candidat, député, ancien porte-parole du gouvernement ? On a franchi un seuil, ou plus exactement, on a changé de méthode. C'est-à-dire que les réseaux sociaux apportent leur puissance, leur côté sauvage et leur côté nauséabond à des attaques basses qui existent depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il y a des affaires sexuelles dans la vie politique, mais généralement, ça passait par des canaux beaucoup plus discrets. Maintenant, ça peut, en quasi-impunité, surgir dans le débat public et ravager une carrière, ravager une ambition. Les Américains ont connu cela depuis plusieurs années. Maintenant, ça arrive chez nous. C'est ce qui fait que les politiques doivent redoubler de prudence. Dans cette élection, qui profitera de ce retrait ? Cédric Villani, Anne Hidalgo, Rachida Dati ou quelqu'un d'autre ? Bon, d'abord, il faut voir qui va remplacer Griveaux pour mener la campagne de la liste En Marche. Ça va être une campagne un peu kamikaze parce que sans doute les scores des candidats En Marche vont s'effondrer. Une partie peut aller vers Cédric Villani puisque ce sont des marcheurs, mais c'est très important parce que ça peut aider Cédric Villani à franchir la barre des 10% qui permet de se maintenir au second tour dans les arrondissements où il était fragile. Une partie va aller vers la droite. On sait que Benjamin Griveaux, qui s'est allié d'ailleurs avec des élus de droite, des maires sortantes comme la maire du 9e, Delphine Burkli, et Benjamin Griveaux mordait sur la droite. Et donc Rachida Dati, qui fait plutôt un bon début de campagne, peut espérer récupérer des électeurs déçus, désappointés ou découragés. Donc ça peut profiter à Rachida Dati. Et enfin, Anne Hidalgo peut espérer offrir le visage d'une maire qui n'a jamais fait parler d'elle, qui a réussi à peu près l'union de son camp, contrairement à Griveaux qui avait une dissidence et qui n'est pas trop attaquée à titre personnel. Néanmoins, elle reste quand même fragile dans les sondages. Ce retrait de Benjamin Griveaux, c'est un coup porté à Emmanuel Macron ou bien au contraire, est-ce que cela pourrait lui profiter en évitant un crash d'un candidat de la Macronie ? Non, c'est un mauvais coup pour Emmanuel Macron, dans la mesure où Benjamin Griveaux était l'un de ses proches, c'est le cercle rapproché, ceux qui ont fait la victoire de 2017. Emmanuel Macron s'est mouillé dans cette campagne puisqu'il a tenté de dissuader Cédric Villani d'aller au bout de sa dissidence, et voilà que Griveaux explose en vol. C'est un mauvais coup pour Macron, ça enlève quasiment tout espoir pour En Marche d'emporter la mairie de Paris. Or, la mairie de Paris, c'était le seul objectif qui pouvait escamoter une véritable Bérésina qui attend la République En Marche un peu partout en France. Même à Lyon, la République En Marche et Gérard Collomb sont en difficulté. Donc, vous voyez, pour Emmanuel Macron, ces municipales commencent à ressembler à un chemin de croix. Justement, on parlait du possible candidat futur de la République En Marche. Le délégué général du parti, Stanislas Guérini, a déclaré ce matin que les responsables du mouvement vont réfléchir à la meilleure proposition pour continuer à porter leur projet. À un mois des municipales à présent, quel candidat pour la République En Marche ? Agnès Buzyn, Marlène Schiappa. On parlait également de Delphine Burkli, évidemment. Et éventuellement. Oui, on peut évoquer tous ces noms. Si on réfléchit à quelqu'un pour gagner, évidemment, Agnès Buzyn, c'est une ministre considérable, bien connue des Français. Marlène Schiappa, c'est une combattante. Tout ça, ce sont des marcheurs. Et puis Delphine Burkli, elle est bien installée. Mais je crains que le problème ne soit plus de gagner. Celui ou celle qui va être désigné, c'est pour limiter la casse. C'est pour essayer de perdre le moins possible. Est-ce que Marlène Schiappa ou Agnès Buzyn ont intérêt à engager leur capital politique dans une aventure quasi perdue d'avance ? Donc dans ce cas-là, peut-être faut-il désigner le responsable du parti, Stanislas Guérini lui-même, qui doit avoir l'esprit de sacrifice. Non, je pense que vraiment c'est une mission impossible et que les hommes et les femmes politiques qui ont un peu d'ambition pour l'avenir ont tout intérêt à se tenir à l'écart de cette mésaventure. Cédric Villani peut-il revenir à la République En Marche et être ce candidat ? Acceptera-t-il le parti de la majorité, lui proposera-t-il ? Ça serait le plus logique. Si c'était arrivé il y a 6 mois, comme Villani avait été auditionné par la commission d'investiture et qu'il était numéro 2, il aurait pu faire l'objet d'une récupération, il aurait pu être considéré comme un suppléant. Sauf que depuis, il s'est fâché avec Emmanuel Macron, il a été viré du parti. Ça serait compliqué aujourd'hui pour la République En Marche de dire finalement on prend le rebelle et on en fait le candidat officiel. D'autant que les listes sont quasiment faites, donc ça veut dire fusionner des listes, fâcher des gens, se séparer de gens qui ont été de fidèles serviteurs. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de haine entre les deux partis d'En Marche, les villanistes et les partisans de Griveaux. Ça ne cicatrisera pas facilement. Choisir Villani, ça serait pour En Marche ajouter la division à la défaite. Merci beaucoup Christophe Barbier. Je rappelle Merci que vous êtes chroniqueur sur BFM TV, animateur sur Radio J de l'émission Théâtre à l'Entracte 2 fois par mois, éditorialiste, journaliste et ancien directeur de publication du magazine L'Express. Au revoir, à bientôt sur Radio J. À bientôt.
Et j'ajoute que l'entourage de Marlène Schiappa a déclaré il y a quelques minutes qu'elle n'était pas candidate à la mairie de Paris. La marine américaine a confisqué hier des armes soupçonnées d'être d'origine iranienne dans la région du Golfe Persique, a indiqué l'armée américaine dans un communiqué. Des marins de l'USS Normandie sont montés à bord d'un bateau transportant des armes de conception et de fabrication iranienne comprenant plus de 150 missiles anti-chars guidés et 3 missiles sol-air iraniens selon l'agence de presse Reuters. Plusieurs perquisitions ont été effectuées en Allemagne aujourd'hui dans le cadre d'une enquête sur un groupuscule d'extrême droite soupçonné de planifier des attaques sur des responsables politiques, des demandeurs d'asile et des musulmans, a annoncé le parquet fédéral. Jusqu'ici, aucun des 5 suspects identifiés et leurs 8 soutiens n'ont été arrêtés, a précisé le parquet fédéral de Karlsruhe dans un communiqué. Le groupuscule formé en septembre dernier avait pour objectif d'ébranler l'ordre de l'État et de la société en Allemagne et à la fin de le renverser selon la même source. Des attentats dont le dispositif concret n'a pas été précisé jusqu'ici devaient être commis contre des responsables politiques, des demandeurs d'asile et des personnes de confession musulmane afin de générer une situation proche de la guerre civile, a encore indiqué le parquet, compétent en matière d'affaires de terrorisme. 3 mois après la présentation du plan d'urgence du gouvernement en soutien à l'hôpital public, les personnels hospitaliers sont appelés à manifester aujourd'hui leur amour du service public, mais aussi leur colère. Syndicats et collectifs estiment que les mesures annoncées à l'automne ne répondent pas à leurs revendications. Les collectifs interhôpitaux et interurgences appellent ainsi les soignants à la mobilisation dans toute la France. À Paris, une manifestation est partie à 14h de l'hôpital Necker dans le 15e arrondissement en direction de la Pitié-Salpêtrière, avec un passage par l'hôpital Cochin. Selon la CGT Santé, une centaine d'actions de tout ordre sont prévues partout en France, manifestations mais aussi rassemblements festifs et visibles, selon sa secrétaire générale Mireille Stivala. À 2 semaines de la 45e cérémonie des Césars, la direction des Césars a annoncé sa démission collective hier soir. Cette démission permettra de procéder au renouvellement complet de la direction. Une assemblée générale se tiendra après la 45e cérémonie prévue le 28 février prochain et sera l'occasion d'élire une nouvelle direction pour préparer ainsi sous l'égide du Centre national du cinéma les modifications des statuts fondateurs de l'association pour la promotion du cinéma et mettre en œuvre les mesures de modernisation annoncée. Cette annonce choc survient après une tribune publiée lundi soir dernier dans Le Monde où quelques 400 personnalités, parmi lesquelles figurent Omar Sy, Bertrand Tavernier, Michel Hazanavicius, Jacques Audiard, Céline Sciamma, Marina Foïs ou Agnès Jaoui ont réclamé une réforme en profondeur de l'Académie des Césars. Radio J, il est 14h25, quasiment c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h et dans un instant vous retrouvez l'édito hebdomadaire de Serge Hachdenberg. Shabbat Shalom à tous.